Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session sur la simulation pour l'électrolyse, la production et le stockage d'hydrogène. Ce webinaire est un webinaire organisé par Dassault Systèmes qui est à la suite d'une série de webinaires, un premier sur le marché de l'hydrogène que nous continuons aujourd'hui sur la simulation. On peut peut-être attendre 2, 3 minutes que les participants arrivent. Pour l'instant, je vois que le nombre de participants est en train de grimper. Et peut-être que d'ici 2, 3 minutes, on lance le, le webinaire à proprement parler. Parfaitement. Donc on va attendre quelques minutes. Je n'ai pas de vue sur les participants, malheureusement, avec ma vue. Donc Francisco, tu me diras quand tu penses que c'est bon. D'accord. Oui, oui. Bah, pour l'instant, on n'est pas beaucoup. On a 2 participants qui viennent de se joindre, plus nos 4, les panélistes. Donc on peut encore attendre un petit peu. Je crois qu'on avait à peu près une quinzaine de personnes qui devaient se joindre à nous. Donc on peut attendre, ouais, jusqu'à 11h03 à peu près, et ensuite on y va. Et je pense que d'ici 1 minute, tu peux lancer le webinaire. Ok. Oui, ben, je pense que c'est bon. On peut commencer. D'accord, je vais refaire l'introduction du coup. Merci Charles. Donc, de nouveau, merci à tous de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de la série du webinaire sur l'hydrogène 2023, organisé par Dassault Systèmes. Cet épisode va adresser les problèmes de simulation pour l'électrolyse, la production et le stockage d'hydrogène. Adriana Bollet, ingénieure en simulation pour les équipements industriels, et Francisco Flores, manager des ingénieurs techniques pour les équipements industriels, me rejoignent pour discuter de ce sujet. Nous serons ravis de prendre vos questions. N'hésitez pas à écrire vos questions dans la section Q&A de votre webinaire et nous répondrons à la fin. Alors, hydrogène. On entend souvent parler d'hydrogène comme une potentielle source d'énergie du futur. Et là, nous avons écrit source d'énergie exprès. L'hydrogène reste principalement un mode de stockage, un mode de transport d'énergie. Néanmoins, ce mode de stockage, ce mode de transport va aider à stabiliser certaines sources d'énergie et aider à éviter des pertes énergétiques qui existent aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous voyons une augmentation conséquente de demande de quantité d'hydrogène disponible. 87 millions de tonnes métriques en 2020 qui vont augmenter jusqu'à 500 à 680 millions de tonnes en 2050. Et cette voie de l'hydrogène est considérée comme pouvant amener une nouvelle solution pour la décarbonisation. Et dans ce contexte, nous voulons regarder dans cette présentation principalement l'hydrogène dite verte, qui amènerait aujourd'hui, qui correspond qu'à 50% de production d'hydrogène, mais, pardon, en 2030, mais qui serait en 2050
probablement une des sources de production d'hydrogène les préférées, dues à sa faible quantité d'émissions de CO2, représentant 70% en 2050. Maintenant, la raison pour laquelle ce phénomène est présent est simple. J'ai parlé d'hydrogène comme source de transport, comme source de stockage d'énergie, et on peut regarder l'exemple de l'industrie de l'acier pour voir quel type d'impact peut être présent là. L'industrie de l'acier représente en moyenne 9% des émissions CO2 mondialement aujourd'hui, et il est considéré que l'hydrogène serait une solution pour décarboniser cette industrie, avec deux modes d'utilisation principaux. Numéro 1, injection d'hydrogène directement dans les blast furnaces, les créations d'acier, pour éviter l'utilisation de charbon. Et là, on voit une réduction conséquente de demande de charbon ou de coke rajoutée pour la production d'acier. Ou directement en source d'énergie pour tout ce qui va être fabrication d'acier par système d'arc électrique, où là, nous avons, grâce à l'hydrogène, un apport direct d'hydrogène qui va aider à réduire en acier toutes ces sources de minéraux primaires. Dans ce contexte, on verrait, pour l'industrie de l'acier par exemple, une augmentation du prix de l'acier d'à peu près 30%, due à l'utilisation d'hydrogène, due à l'utilisation d'un mode d'énergie qui aujourd'hui reste relativement cher. Mais de manière plus importante, cette utilisation demanderait aussi une augmentation de la quantité d'énergie produite, qui serait donc transformée en hydrogène au-delà de ça, d'à peu près 20%. Donc, juste en regardant cet exemple industriel, on voit déjà que oui, il y a une solution potentielle, mais il y a un problème de coût et il y a un problème d'apport énergétique, énergie qui serait utilisée de manière primaire, énergie renouvelable, avant d'être transformée en hydrogène. À cause de ça, on voit se profiler un nombre croissant d'initiatives stratégiques au travers des pays, au travers du monde. Aux États-Unis, par exemple, avec un apport de fonds de 7 milliards de dollars pour la création de l'hydrogène vert, ou même en Europe, où la France et l'Allemagne ont investi 9 milliards pour la France, 10 milliards pour l'Allemagne, sur leurs stratégies hydrogène sur les prochaines années. Donc c'est vraiment un phénomène qui est considéré comme étant important pour les gouvernements mondiaux et qui commence à montrer ses preuves sur l'industrie. J'ai parlé de prix, j'ai parlé aussi d'hydrogène vert. En termes de valeur, en termes de coût de production d'hydrogène, on tourne aujourd'hui pour une production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables telles que du solaire ou telles que de l'éolienne, autour d'un prix de 2,2 $ par kilogramme. Ce qui est considéré comme étant atteignable en 2050, avec des améliorations technologiques, avec une réduction du coût de l'énergie renouvelable, serait potentiellement entre 2 $ par kilogramme et 0,5 $ par kilogramme. Un éventail énorme, avec une cible pour pouvoir arriver au prix du gaz tel qu'il était avant la crise énergétique de 0,5 $ par kilogramme pour être vraiment une solution qui soit viable en termes de coût. Pour pouvoir arriver à ça, il va nous falloir réduire les coûts de production énergétique pour l'énergie renouvelable. Il va nous falloir réduire le CAPEX sur tout ce qui est équipement de production d'hydrogène. Et c'est là où nous souhaitons proposer des solutions de simulation. Pour tout ce qui va être production d'hydrogène par électrolyse, avec des simulations spécifiques à l'électrolyseur, et pour tout ce qui va être coût secondaire d'usines de production d'hydrogène, tout ce qui va être transport d'hydrogène ainsi que stockage d'hydrogène avec des simulations de réservoirs. Un mot rapide sur nos solutions de simulation pour le domaine éolien. Nous avons aussi des solutions sur les panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, mais je souhaite insister d'abord sur l'éolien. Lorsqu'on parle de réduction de coûts pour la production énergétique, typiquement éolienne, on va avoir deux facteurs. Un facteur de performance au niveau de l'éolienne même, que nous adressons avec les solutions de simulation de Simulia chez Dassault Systèmes. Par exemple, avec des simulations de SIMPAC en mécanique structurelle pour diminuer les vibrations des systèmes de boîte de vitesse des éoliennes et donc permettre aux éoliennes de tourner à des vitesses légèrement plus rapides et de produire légèrement plus d'énergie lorsque le vent le permet. Premier aspect donc, les problèmes d'efficacité des composants et de simulation des composants sur lesquels nous travaillons. Deuxième aspect, le niveau
d'acceptance de l'éolienne dans l'environnement commun. Les éoliennes, lorsqu'elles sont construites, lorsqu'elles sont positionnées proches d'environnements urbains ou d'environnements habités, génèrent des bruits, basse fréquence. Nous avons la possibilité, encore une fois, avec nos solutions de simulation, de prédire quels bruits seront générés et donc d'optimiser les formes des pales d'éoliennes pour minimiser leur génération de bruit. Donc Dassault Systèmes et Simulia travaillent, comme je le mentionnais, à la diminution du prix de génération d'énergie renouvelable. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de discuter d'hydrogène. Et donc, revenons un petit peu sur les problèmes associés à la production d'hydrogène vert. On va passer par un électrolyseur qui, jusqu'à aujourd'hui, est très préférablement de type alcalin, mais aujourd'hui, pour une ambition d'installation de petits systèmes proches des zones de production d'énergie, proches des panneaux photovoltaïques, proches des éoliennes, on va se diriger plutôt vers des électrolyseurs dits PEM. Et dans ce cas-là, ce que ça va nous permettre de faire, c'est produire des électrolyseurs qui sont plus rapides à mettre en fonctionnement, de plus petite taille, avec une plus haute densité de courant et donc densité d'efficacité pour chaque système, mais avec un coût, malheureusement, de création et d'achat d'hydrolyseurs qui est beaucoup plus élevé. Et on a là un coût à la fois qui va venir de la membrane PEM, qui doit être faite jusqu'aujourd'hui avec des matériaux qui sont relativement chers. On parle d'iridium, par exemple, qui représente 25% du coût de l'électrolyseur. Et on va parler aussi du coût des plaques bipolaires. Plaques bipolaires qui représentent, elles, à peu près 50% du coût de l'électrolyseur complet. Donc, les solutions de simulation que nous allons vous présenter, elles arrivent dans quelques slides, vont travailler à ces deux aspects. Et nous allons parler dans la session d'aujourd'hui, en particulier de la simulation de l'écoulement au travers d'une plaque bipolaire et de la fabrication de cette plaque bipolaire. Le deuxième aspect important, aspect sécurité, aspect stockage. Le stockage d'hydrogène se fait à très haute pression. À très haute pression et ou à basse température. On parle typiquement de 700 bars de pression dans un réservoir de stockage d'hydrogène. On parle aussi d'un gaz qui a possibilité de s'enflammer, qui va créer une petite flamme invisible, qui ne va pas exploser, mais quand même s'enflammer, et donc des risques potentiels lors de fuite. Les études que nous allons mettre en avant vont vous montrer comment on peut utiliser la simulation pour aider à la conception des réservoirs de stockage. Et le dernier aspect que nous allons traiter dans les workflows qui seront présentés aujourd'hui seront les problèmes de performance opérationnelle. Tout ce qui va être la pression opérationnelle de l'électrolyseur, ainsi que la température de fonctionnement de l'électrolyseur. Tout ça au travers de nos solutions de simulation CFD. Donc l'objectif, fondamentalement, est simple. Utiliser le Virtual Twin Experience de Dassault Systèmes, une représentation digitale du système, de l'électrolyseur, du système de stockage, pour pouvoir optimiser ses performances, pour pouvoir optimiser son comportement multiphysique, thermique, fluide, structurel, pour obtenir un coût de production d'hydrogène réduit. Et en même temps, améliorer la sécurité et la durabilité de tous les systèmes utilisés. Nous proposons une série de workflows au travers de notre offre commerciale. Nous allons parler de certains d'entre eux aujourd'hui. Donc en particulier, nous allons couvrir les problèmes de simulation de remplissage de réservoirs que vous voyez en haut à gauche. Donc ce problème fluide, et je vous parlerai des enjeux ainsi que des méthodes de simulation utilisées. Adriana couvrira les questions de résistance et de durabilité pour la tenue des réservoirs ainsi que la sécurité des réservoirs, tout ce qui va être impact, choc, possibilité de dommages au réservoir lui-même. Nous couvrirons aussi tout ce qui est performance et écoulement thermique des plaques bipolaires dans le webinaire d'aujourd'hui. Ça, ce sera couvert par Francisco. Et en dernier point, nous vous montrerons quelques exemples d'emboutissage de plaques bipolaires, tout ce qui va être fabrication de plaques bipolaires, aujourd'hui faites par procédés chimiques typiquement, mais où on cherche à réduire les coûts de fabrication en utilisant des procédés plus mécaniques qui permettraient une production plus à la chaîne de ces plaques bipolaires qui représentent, je le rappelle, 50% à peu près du coût d'un électrolyseur. Alors, vous avez vu les workflows.
Parlons maintenant un petit peu de comment on souhaite proposer ces workflows et de l'enjeu que ça peut avoir, de l'impact que ça peut avoir sur l'industrie de l'hydrogène. Aujourd'hui, l'industrie de l'hydrogène est difficile à mettre en place simplement parce qu'on parle d'un changement radical d'un écosystème complet. Changement du mode de génération d'hydrogène, changement du mode d'utilisation, tout d'abord, je devrais le dire, des énergies renouvelables, du mode de création d'hydrogène, de l'infrastructure de transport de l'hydrogène et de l'infrastructure de livraison d'hydrogène, ainsi que du mode d'utilisation. Si on parle par exemple de véhicules électriques, de fuel cell, toute l'instance de conception de véhicules doit être revue. Un changement complet de l'écosystème. Et ce changement complet de l'écosystème amène beaucoup d'inconnus, beaucoup de nouveaux challenges de design. Le mode d'utilisation standard de la simulation, tel qu'on l'a vu dans les dernières décennies, était simplement basé sur l'obtention d'une géométrie, d'un électrolyseur, d'une plaque bipolaire, de la préparation de cette géométrie pour une simulation fluidique, structurelle ou autre. Tout ça basé sur des fichiers. On obtiendrait de la part d'un designer notre fichier de géométrie, et puis ensuite, l'objectif de l'expert en simulation serait de distribuer un résultat pour ce design spécifique. Le problème était simple, il y avait peu ou pas de connectivité entre le travail du designer ou le travail des responsables commerciaux devant atteindre certaines performances à partir de la conception de leur électrolyseur et le travail des experts en simulation qui, eux, cherchent à suggérer des changements de design, mais n'ont pas nécessairement conscience de tous les enjeux commerciaux associés à un design donné. Chez Dassault Systèmes, nous développons ModSim, la connectivité entre tout ce qui va être le modeling, la présence d'une géométrie, d'une représentation digitale d'un électrolyseur ou d'un réservoir de stockage, avec la simulation, la prédiction de la performance de cette représentation digitale. Et au travers de nos outils connectés qui bénéficient de la 3D expérience, nous passons d'une version complètement déconnectée entre le modeling, la géométrie et la simulation, à une version connectée où lorsqu'une modification d'un design est mise en avant, cette modification peut automatiquement être simulée, pas juste suivant un type de physique, mais suivant plusieurs physiques différentes, comme fluide, structure ou même électromagnétique. Tous disponibles sur la 3D Experience Platform et connectant et permettant donc d'accélérer la vitesse d'itération et la vitesse de design en fondamentalement changeant les objectifs, en se focalisant sur les objectifs de performance prédits par la simulation, plutôt que juste une espérance ou une expérience d'ingénierie qui est implémentée très en amont au niveau du design. Au-delà de juste permettre une itération beaucoup plus rapide entre modèle et simulation, on va aussi aider à la collaboration. Toutes les informations sur la 3D expérience seront stockées à un seul endroit, disponibles à tous les collaborateurs instantanément. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de questions à se poser au niveau de la dernière version d'un modèle. Elle est disponible, elle est cataloguée, elle est versionnée correctement sur la 3D Experience Platform. Et comme je le mentionnais, dès qu'un changement apparaît sur une géométrie, tout le monde est au courant. Comment vient se mettre en avant ce concept de ModSim sur le problème d'hydrolyseur, sur le problème de stockage et de production d'hydrogène? On représente d'habitude l'impact ModSim avec ce diagramme, qui commence par le centre, où on va parler de conception et de simulation pure, et ensuite on s'éloigne vers les extrêmes, vers des problèmes de vérification de performance, d'exigence, d'architecture et de gestion de projet. Donc fondamentalement, au centre, vous allez trouver le corps de domaine, le corps de métier de Simulia. La simulation, par exemple, des plaques bipolaires, des réservoirs de stockage, l'optimisation des conduits dans une plaque bipolaire, du serpentin dans une plaque bipolaire. On va venir ajouter à ça une automatisation possible à partir du moment où on va modifier une géométrie, où on va paramétriser une géométrie, et on vous montrera la paramétrisation du serpentin d'une plaque bipolaire, on va pouvoir obtenir une nouvelle simulation, un nouveau résultat de simulation instantanément, et donc conduire des études d'optimisation, par exemple. Tout ça va être catalogué dans une base de données qui nous permet de suivre l'évolution des performances pour répondre à un cahier des charges qui lui-même est aussi stocké et associé à cette géométrie qui est simulée dans la 3D Experience Platform. Et bien évidemment, tout ça fait
en suivant un planning, en s'assurant que chaque membre de l'équipe est aligné avec ses obligations de délivrable. Donc, on a parlé un petit peu des enjeux, on a parlé un petit peu de mode sim. On va sauter maintenant dans le vif du sujet et discuter de simulation spécifiquement pour les problèmes de remplissage de réservoirs. Alors, le problème de remplissage de réservoir est simple. Lorsqu'on va remplir un réservoir d'hydrogène, on va essayer d'atteindre typiquement pour un réservoir de stockage 700 bars, pour un réservoir de voiture plutôt autour de 350 bars, mais on va essayer de faire ça en moins de 30 secondes, typiquement pour les véhicules. Ça va générer une montée en température. Et l'effet qui cause ça s'appelle simplement le Joule-Thomson effect. On va comprimer un gaz, ça va générer de l'énergie. Cette énergie doit aller quelque part. Elle va faire chauffer les parois du réservoir. Il y a des législations qui existent, des législations de sécurité qui vont nous empêcher d'aller en dessous de 40 degrés lorsqu'on va vider un réservoir, mais là pour le remplissage au-dessus de 85 degrés Celsius pour tout ce qui est remplissage de ces réservoirs ici. Et le problème, c'est que la vérification de la température obtenue pour un réservoir donné coûte assez cher et impacte relativement négativement le cycle de développement du produit, en particulier lorsqu'on va parler de problèmes d'optimisation de la direction des jets. J'y viens dans une seconde. Au-delà de ça, une température qui va être élevée, même si elle n'atteint pas les 85 degrés Celsius, peut impacter aussi la durabilité du matériau, ce qui peut mener à des fuites, ce qui peut mener à des problèmes de sécurité et de coût. Donc, il est important de prédire la température du réservoir lors de son remplissage, et on fait ça par simulation. Le problème d'optimisation qu'on va regarder est simple. Ça va être un problème de détermination des matériaux à utiliser, d'orientation des plis, d'épaisseur des parois du réservoir, mais aussi d'orientation du jet. J'ai mentionné ça tout à l'heure. Lorsqu'on va orienter un jet, par exemple, de remplissage, qui va aller faire face à une des parois du réservoir plutôt que vers le fond, on va potentiellement améliorer le mélange thermique qui s'opère à l'intérieur du réservoir. Si on vient rajouter à ça une variation de la direction du jet, on peut même imaginer des systèmes de contrôle pour homogénéiser la température sur la surface du réservoir. Et c'est exactement ce type de problème d'optimisation qu'on cherche à résoudre par simulation et qu'on ne peut définitivement pas approcher simplement par essai une fois que le réservoir est disponible. Nous proposons donc deux types de simulations que vous voyez là. Ce sont des simulations ici qui ont été faites de manière transiente, avec, en commençant ici, un solver RANS, Reynolds Average Navier-Stokes. Je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est le nom de la modélisation moyennée de la turbulence pour ce cas-là, disponible sur notre 3D Experience Platform. Nous prenons en compte un G constant avec la fluctuation de pression et de température disponible à l'intérieur du volume et des échanges thermiques avec la surface du container, du réservoir, qui dans ce cas-là est une surface, il me semble, avec 2 couches de carbone et une couche d'aluminium. Nous ne prenons pas en compte néanmoins la déformation du réservoir, ce n'est pas inclus dans cette simulation. La simulation elle-même utilise un modèle de gaz réel, donc on va pouvoir capturer de grandes variations de pression, on va pouvoir capturer des variations de température réalistes pour pouvoir simuler sur ces 30 secondes de remplissage la température de surface du réservoir et la température de fluide à l'intérieur du réservoir. La température de surface reste l'objectif final, mais la température du fluide va nous indiquer s'il y a potentiellement des problèmes de mélange gazeux à l'intérieur du réservoir et des zones chaudes, des hotspots, qui vont être générées à l'intérieur du réservoir. De manière générale, nous voyons une bonne corrélation que je ne peux pas vous montrer parce que ça reste un résultat client sur ce type de simulation avec notre solver URANS. Mais l'avantage d'utiliser de l'URANS, bien qu'il reste limité en termes de modélisation des mélanges, surtout lorsqu'on va parler de jet proche de parois, c'est une simulation très rapide qui permet de dégager beaucoup d'options de design très rapidement lors d'une optimisation au début du processus de design. Vient se rajouter à cette option, dès que le slide veut bien changer, voilà, une simulation avec nos solvers Lattice-Boltzmann. Les méthodes Lattice-Boltzmann ne viennent pas résoudre les équations de Navier-Stokes. Ce sont des équations qui sont naturellement transientes, qui sont très peu dissipatives et qui sont, dans le cas de notre solver, avec une modélisation de la turbulence par Very Large Eddy Simulation. Et encore une fois, je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est le nom.
et qui va donc nous permettre de capturer les fluctuations et les effets de larges structures turbulentes, et même de petites structures turbulentes, de manière très précise. Nous représentons ici un jet qui reste parfaitement aligné avec l'axe du réservoir, mais nous pourrions aussi regarder des problèmes de jet vers les parois du container, vers les parois du réservoir, qui, elles, viendraient vraiment souffrir de cet impact de structures turbulentes à l'intérieur du réservoir, impactant donc la distribution de température à l'intérieur de ce réservoir. Cette simulation a été validée contre une expérience pour ce cas spécifique et vous avez le résultat de simulation sur la droite avec une petite fluctuation au début dans les premières secondes, mais de manière générale, une bonne validation lorsqu'on s'approche des températures les plus hautes, ce qui reste donc le plus important pour la température moyenne du réservoir. Je passe maintenant la main à Adriana, qui va nous parler de solutions de simulation structurelle pour la conception de réservoirs. Merci beaucoup, Charles. Alors, je prépare la présentation. Vous voyez normalement désormais mon écran. C'est bien le cas. C'est merveilleux. Donc, merci, Charles. Donc, effectivement, on va continuer sur la problématique des réservoirs. Alors, on le sait, si on applique le même raisonnement que pour les sources d'énergie classiques actuellement, il faudrait pour 1 kg d'hydrogène environ 11 mètres cubes, ce qui en plus nous amènerait à 100 km de route, dépendant des véhicules évidemment. Et donc, on ne peut pas du tout appliquer les mêmes procédés actuels sur l'hydrogène. Ce qui nous amène à soit une très forte pression, et par très forte pression, on entend qu'on peut monter jusqu'à 700 bars, soit un liquide à très basse température. Les deux posent évidemment des challenges assez innés et qui nécessitent effectivement beaucoup de recherche actuellement. La première solution court terme consiste en effet à stocker à haute pression, donc, comme je l'ai dit, jusqu'à 700 bars. Ça pose évidemment des problèmes de sécurité qui ont donc motivé la création donc, de plusieurs standards internationaux, donc, comme vous les voyez, donc, DIN, ISO, surtout que, comme on le sait, effectivement, l'hydrogène qui a une fuite d'hydrogène peut être mortel selon les cas les pires. Donc, ça va jusqu'à la combustion, la flamme, l'explosion. Donc, on est ici sur un critère de sécurité hautement important et hautement, du coup, dimensionné. Puisque donc, tout ceci nécessite en effet des essais afin d'être sûr, avant d'amener sur le marché et de démocratiser effectivement ces solutions pour que effectivement l'usager soit en totale sécurité. Les essais physiques sont très longs. Charles parlait de dates de type 2030 et tout, donc effectivement on a la recherche doit aller plus vite que ça. Et effectivement, même pour que l'industrialisation, tout basé sur les essais physiques, ça retarderait de manière trop pénalisante. Et donc, on est ici, en plus, sur des matériaux composés. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très évident, puisqu'il y a donc ces problématiques d'orientation des plis, d'épaisseur, pour donc avoir la résistance et la durabilité, afin qu'effectivement, pour le moindre choc et dans le temps, on n'ait aucune fuite. Donc, nous, nos solutions de simulation sur la Prod Experience Platform, notamment, je vais vous aussi montrer le logiciel Abacus, nous permettent de s'affranchir en partie, en tout cas d'une grosse partie de prototypes physiques, puisqu'avec ce qu'on appelle donc, le jumeau numérique, nous pouvons tester sur la plateforme ou sur nos logiciels sur le standalone, pardon pour l'anglicisme, nos réservoirs, les matériaux, les dimensions, les épaisseurs, tester effectivement plusieurs paramètres, voir l'influence sur la résistance et la durabilité, et effectivement étudier ces paramètres classiques des composites, donc l'orientation du pli, l'épaisseur et le choix des matériaux, donc avec toutes les lois de comportement matériaux qu'offre Dassault Systèmes, et évidemment la possibilité d'intégrer vos propres lois matériaux après vos essais. Donc, on a ici un premier scénario. Donc, on va ici tester la
pression interne, donc de 70 MPa, et un essai aussi de choc, donc de chute. Qu'est-ce qui se passe si effectivement le réservoir malencontreusement tombe? Ce sont des scénarios qui peuvent, hélas, arriver. Donc en entrée, on va prendre ces paramètres de scénario, donc la pression de conception, les propriétés des matériaux, donc qu'elles viennent d'une banque ou d'un essai, donc on va mettre en œuvre, et effectivement la géométrie des réservoirs. On va venir créer la géométrie à proprement parler composite, donc l'orientation des plis et la stack finalement. On va venir créer donc le maillage et assigner les matériaux. Et ensuite, donc, comme je l'ai dit, on a ces deux scénarios, donc essai de rupture et essai de chute. Donc à chaque fois, on va venir assigner des éléments de simulation possibles, donc des conditions limites, la vitesse initiale, la vitesse de chute, la température. Et effectivement, donc, via la 3D Experience Platform, on a accès à du post-traitement des données assez avancées, ou assez simple pour commencer, mais nous pouvons aller très loin afin de vraiment déterminer quels sont les paramètres, quels sont les matériaux à choisir in fine. Donc, via effectivement, par exemple, on peut voir ici qui vont être montrés les déplacements, les contraintes. Donc là, vous voyez ici une vidéo de la 3D Experience Platform en œuvre. Nous retrouvons nos réservoirs, nous retrouvons l'assignation des différents plis. Donc, vous voyez ici, donc on a des managers, des fenêtres qui nous permettent effectivement de tout manager dans son ensemble. On retrouve ici du coup l'assignation des différents plis. Là, nous venons mettre la vitesse de chute. Donc, alors la vitesse de chute qui va être mise, c'est de moins 5 mètres par seconde, par exemple. Nous avons ici le post-traitement. Donc, on voit qu'on a accès à beaucoup d'options. Vous voyez en bas que nous avons les capteurs, nous pouvons calculer, nous pouvons créer des nouveaux plots afin de vraiment caler à des formules internes qui vont être développées ou Donc là, on est vraiment sur les résultats en eux-mêmes. Donc, on a ici à gauche l'essai de rupture. Donc, la pression interne qui a été mise, c'est de 70 MPa. Et nous avons pour chaque lamina un matériau élastique orthotropique étudié donc, avec le critère d'endommagement de hashing. Donc, effectivement, c'est ça que j'entendais par nous pouvons aller assez loin dans les différents critères, dans les différentes propriétés matériaux composites qui sont du coup un petit peu moins classiques que ce qu'on peut retrouver par exemple avec des aciers et tout. La plateforme permet de manipuler ces matériaux. Nous retrouvons à droite un essai donc, de chute de moins 5 mètres par seconde. Donc, le réservoir vient taper le sol et nous pouvons à nouveau étudier si endommagement, rupture il y a via ce critère d'endommagement matériaux qui a été mis en pré-traitement. Donc, on a ici un post-traitement dans le cas qui nous permet vraiment de valider la sécurité en cas notamment de chute, par exemple, donc un élément qui peut arriver dans la durée de vie assez longue d'un réservoir, pour nous valider effectivement ces standards. Alors, je vais maintenant vous présenter une autre solution, donc Abacus, qui appartient à Dassault. Donc, on va parler ici des réservoirs à enroulement filamentaire qui posent la même problématique, toujours, donc effectivement, tester les essais, donc via essais physiques, ces réservoirs, c'est toujours chronophage. Et alors, qui dit enroulement, dit effectivement qu'on a des angles d'enroulement assez variables. On a une géométrie assez complexe, notamment au niveau, on voit ici de la courbure. Donc, on a beaucoup de variations à certains endroits du réservoir qui font que c'est assez compliqué à modéliser dans des logiciels classiques avec effectivement le package donné en entrée par le logiciel. Et donc, c'est ce que nous devons ici obtenir, le choix optimal des angles d'enroulement et des paramètres de fabrication. Donc, vraiment, comment enrouler finalement mon réservoir pour toujours atteindre ce critère de résistance et durabilité du réservoir. C'est-à-dire, en gros, pas de fuite, quoi qu'il se passe. Donc, alors, pourquoi on parle ici de composite à enroulement filamentaire eh bien, c'est parce qu'il y a tout simplement des avantages par rapport à d'autres réservoirs créés différemment, donc notamment un ratio raideur-poids, puisque donc effectivement on veut une structure qui résiste, mais si on peut diminuer le poids, ça nous arrange toujours dans ce contexte écologique actuel et de consommation pour rouler, par exemple.
Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est tester, encore une fois, différents paramètres. C'est un petit peu différent puisqu'on est dans le cas d'un réservoir en filamentaire. Donc, l'angle de rendement, l'épaisseur, qu'est-ce qu'il nous faut pour la maximisation de la performance structurelle. Et donc ici, nous étudions une solution partenaire. Donc en fait, on va utiliser un plugin sur Abacus qui s'appelle OneSim. C'est le nom. Donc en fait, ce plugin va venir nous permettre de générer un modèle en 2D, de venir générer toutes les propriétés des couches, des maillages, des sections, et on va avoir vraiment à la fin un modèle prêt à être envoyé à Abacus pour le solver Abacus. Puisque donc sur cette structure générée du coup par OneSim, on va pouvoir venir mettre nos propriétés de simulation spécifiques, donc tout ce qui est contact, connexion, la pression interne effectivement pour notre scénario de simulation et les conditions limites, donc dans ce cas-là un encastrement au niveau du boss. Ensuite, on va venir exécuter la simulation classiquement sur Abacus. On va pouvoir le poster toujours sur Abacus, classiquement. Et ce qu'on va venir pouvoir faire, puisque du coup, OneSim permet de se connecter à iSight, qui est un chef d'automatisation des scénarios. Donc, on va venir pouvoir tester l'angle de rendement de 22 degrés à 30 degrés. Évidemment, là, c'est ici un cas présenté, différents angles de rendement peuvent être testés afin de relancer et, vous voyez, pouvoir tester les différents angles afin d'estimer quel est le meilleur angle, mais tout ceci dans une démarche d'abord d'utiliser ce plugin qui nous aide à générer, à utiliser cette géométrie qui n'est effectivement pas évidente. On le voit ici, les différentes couleurs que vous pouvez voir ici, ce sont les différents angles après enroulement. Donc, comme je vous le disais, on a effectivement au niveau du haut une géométrie qui n'est pas simple à appréhender, mais qui ici nous est générée. Et à la fin, effectivement, de pouvoir déterminer, donc via critères de lecture, déformation, contraintes de déplacement, le meilleur angle et de pouvoir utiliser au mieux ces réservoirs en rendement filamentaire qui sont effectivement très bénéfiques pour notre cas d'usage et pour l'hydrogène en général. Et je passe maintenant la parole à Francisco. Très bien, merci Andrea, merci Charles de nous avoir présenté les différentes solutions de simulation que Dassault Systèmes propose pour l'optimisation de la conception des réservoirs. À présent, nous allons parler dans les prochaines minutes, je vais essayer d'accélérer pour maintenir le timing, de la simulation de l'efficacité thermique des composants d'électrolyseurs. Ce que vous voyez à l'écran est une plaque bipolaire qui est un des composants fondamentaux des électrolyseurs à membrane, des électrolyseurs PEM, à membrane polymère. Je connais pas exactement la traduction en français. Je crois que je l'ai mis dans le slide d'après. Ça arrive. Oui. Effectivement, à membrane électrolytique, c'est ça. C'est un des composants fondamentaux de ces électrolyseurs où on a la membrane, la plaque bipolaire qui est connectée aux électrodes qui sont eux-mêmes séparés par la membrane et on a un empilage successif de ces composants-là. Et ce sont au travers de ces plaques bipolaires, il y aura une haute densité de courant qui va circuler, qui, en faisant passer l'eau par réduction au niveau de la cathode, produira l'hydrogène. L'efficacité du fonctionnement des... il n'y a pas de pollution qui peut revenir. Voilà. L'efficacité des électrolyseurs à membrane électrolytique dépend de l'intensité du courant qu'on est capable de faire traverser par le système. Et les cibles actuelles pour la densité de courant sont relativement élevées. On parle de courant supérieur à 1 ampère par centimètre carré de plaque bipolaire. Ce qui, par effet Joule, va induire une montée en température conséquente au niveau de ces composants. Si
dans des zones de la plaque bipolaire, nous avons des hotspots qui se créent ou des températures non uniformes qui commencent à aller au-delà des bornes de fonctionnement optimal qui sont définies pour ces électrolyseurs. Nous pénalisons non seulement l'efficacité des réactions électrochimiques de réduction qui ont lieu pour la production d'hydrogène, mais nous pouvons accélérer l'apparition de la fatigue prématurée par stress thermique. Il y aura des zones qui vont plus se déformer que d'autres, ce qui va induire des contraintes résiduelles et endommager potentiellement de manière prématurée la plaque bipolaire qui, comme Charles l'a dit en début de présentation, est un composant extrêmement cher, extrêmement onéreux au sein des électrolyseurs. De surcroît, nous devons refroidir donc ces plaques bipolaires en faisant circuler, du fluide à l'intérieur. Et l'écoulement du fluide à l'intérieur doit être fait en essayant de minimiser la perte de charge afin de garantir un bon transport thermique par convection, et idéalement sans apparition de bulles. Donc les bulles, qu'elles apparaissent par la montée en température ou par cavitation suite à une baisse de pression, vont affecter de manière très négative la performance thermique de la plaque bipolaire. Je vais passer suivante. Le défi auquel nous devons faire face a donc 3 volets. Comme dans le cas de la conception des réservoirs, le fait de baser notre stratégie d'essai sur des prototypes physiques est extrêmement chronophage et le temps de mise en production ou le temps de mise sur le marché des produits va être affecté si nous n'utilisons pas de manière massive la simulation pour réduire le risque des conceptions ou des alternatives de conception que nous envisageons. Le maintien des températures idéales pour l'opération des électrolyseurs est essentiel afin de garantir leur efficacité maximale et, comme je l'ai dit juste précédemment, leur durée de vie. S'éloigner des bornes de fonctionnement optimales des plaques bipolaires va induire de la fatigue prématurée et, à nouveau, puisque ce sont des éléments extrêmement onéreux, va induire des coûts récurrents qui peuvent être très élevés. Et le dernier volet des défis que nous cherchons à traiter avec l'utilisation de la simulation dans la 3D Experience Platform est une conception multi-objectif idéale des canaux de refroidissement des plaques bipolaires pour garantir un bon passage de liquide refroidissant pour garantir une bonne efficacité de la réaction électrochimique au niveau de la plaque bipolaire. Et nous allons traiter ça évidemment grâce à la simulation couplée fluide thermique, ce qui nous permettra d'identifier de manière très rapide les problèmes d'efficacité thermique de la plaque, les problèmes ou les défauts de performance thermique. On va pouvoir prédire de manière assez précise la carte de température sur la surface des plaques et dans le fluide de refroidissement pour calculer les performances des échanges thermiques. Et tout ça en gardant en tête la conception multi-objectif pour cette plaque qui doit garantir une efficacité de réaction électrochimique et des températures opérationnelles maîtrisées. Le processus de simulation, ou le workflow de simulation pour cette discipline se décrit de la manière suivante. Nous allons prendre en entrée tout un tas de données qui sont nécessaires, donc la chaleur générée pendant la réaction électrochimique, donc il y a un courant de très haute intensité qui va circuler, ce qui va faire monter la température. Ensuite, nous avons besoin de la géométrie de la stack de l'électrolyseur et des propriétés thermomécaniques des différents matériaux qui sont utilisés. Une fois qu'on a la géométrie au sein de la 3D Experience Platform, nous allons pouvoir isoler les éléments d'intérêt. Dans notre cas, il s'agira d'une plaque bipolaire et ensuite extraire de manière automatique le domaine fluide.
Quand on fait des écoulements internes, une des étapes les plus chronophages pour l'analyste de simulation, c'est l'extraction du volume fluide à partir de la géométrie. Généralement, on ne conçoit pas le volume fluide, on conçoit la géométrie qui va être en contact avec le fluide. Nos solutions de simulation nous permettent d'automatiser cette extraction et de mailler automatiquement, avec un maillage au volume fini, le domaine fluide obtenu, avec une intervention de l'utilisateur qui est minimale. Les techniques de maillage que nous avons sont extrêmement automatisées, et je parle de ça parce que les personnes qui ont de l'expérience dans la mécanique des fluides ont peut-être l'habitude de faire des maillages blocs structurés ou des maillages à une topologie particulière qui nécessitent d'une énorme intervention de l'utilisateur et qui sont extrêmement longs à obtenir. Au sein de la 3D Experience Platform, nous avons des maillages de type hex dominant qui sont très simples à mettre en place, qui nécessitent de peu d'intervention et qui permettent d'obtenir des résultats relativement fiables. Suite à l'obtention de ce maillage et à l'assignation des propriétés pour la phase liquide et pour l'environnement solide avec lequel nous devrons faire des calculs d'échange thermique, nous allons configurer notre simulation de transfert thermique conjugué. Je ne sais pas quel est le niveau de familiarité de l'audience avec cette technique de modélisation des échanges thermiques, mais je fais un petit aparté pour ceux qui ne sauraient pas. Dans les simulations de transfert thermique conjugué, nous allons simuler deux modes de transfert thermique, du transfert par conduction dans des solides et du transfert par convection dans les phases fluides. Et donc, nous allons avoir un maillage solide indépendant du maillage fluide qui vont communiquer par leur interface avec un flux thermique qui va dépendre de la puissance thermique en entrée et des propriétés de conductivité thermique et du solide, et puis de la convection fluide. Une fois que le calcul est configuré et que nous avons obtenu des résultats, nous allons paramétrer la géométrie et faire varier des paramètres avec une stratégie à définir. Ça peut être un plan d'expérience ou un processus d'optimisation guidée. Et les modèles de simulation vont se mettre à jour automatiquement. C'est-à-dire, à chaque changement paramétrique, le maillage va être recalculé automatiquement sans avoir besoin de faire intervenir l'utilisateur et des nouveaux résultats vont être obtenus. De cette manière, nous allons pouvoir converger très rapidement vers la meilleure solution multi-objectif pour notre problème. Oui. Dans cette première vidéo, on va montrer comment, au sein de la 3D Experience Platform, on récupère la géométrie et comment on va la sélectionner pour commencer notre processus de modélisation. Dans notre cas particulier, la géométrie a été conçue avec SolidWorks, ce qui est le cas de beaucoup de players dans le domaine de l'hydrogène en France. Et à partir de la donnée conçue dans SolidWorks, nous allons utiliser le connecteur de SolidWorks vers la 3D Experience Platform pour sauvegarder la donnée et la gérer en cycle de vie au sein de cet environnement d'ingénierie multidisciplinaire qu'est la 3D Experience. Une fois que la donnée a été enregistrée dans ce qu'on appelle un espace de collaboration précis de la 3D Experience Platform, les personnes qui ont le droit d'accès à cet espace de collaboration et qui ont les rôles nécessaires pour faire la préparation géométrique et la configuration des études de simulation vont pouvoir accéder à la géométrie et commencer le travail de préparation pour la simulation. La plaque bipolaire conçue dans SolidWorks est bien disponible au sein de la 3D Experience Platform. On peut accéder à la donnée, mais on ne peut pas la modifier directement. Les étapes nécessaires de simplification et d'idéalisation de la géométrie sont faites on top de ce modèle SolidWorks qui est le modèle master, qu'on n'a pas le droit de modifier, mais avec une associativité complète. Vous avez peut-être vu qu'il y a un pont paramétrique qui nous permet de récupérer les paramètres de la conception SolidWorks et les imputer dans les modèles au sein de la 3D Experience Platform. En une étape automatique, le domaine fluide a été extrait
et un maillage hex dominant a été créé. Ça, c'est une étape qui est totalement transparente pour l'utilisateur, qui est, dans le cas d'un écoulement interne, extrêmement simple à faire. Et une fois que le domaine fluide a été extrait et qu'il a été maillé, nous allons pouvoir configurer la simulation. Dans notre cas précis, il s'agit d'une simulation fluide avec de l'échange thermique. Je ne sais pas si ça... Il y avait une petite en pause. On a une simulation mécanique des fluides avec des échanges thermiques où on va configurer le débit d'entrée, la pression de sortie et les propriétés thermiques pour la phase solide afin de pouvoir calculer tous les échanges qui vont avoir lieu. La performance thermomécanique de la plaque est donc calculée suite à l'exécution du calcul. Au sein de la plateforme, nous avons plusieurs moyens d'exécution, soit en local, soit exécution distante en utilisant les ressources de notre cloud de calcul au besoin. Et en quelques minutes, les résultats de la performance thermique et de la performance de l'écoulement pour le refroidissement sont obtenus. Et on peut post-traiter les résultats de manière assez simple dans ce même environnement. L'étape suivante est donc de faire toute cette variabilité paramétrique de laquelle je vous parlais. Puisque les données viennent de SolidWorks et qu'on a un pont paramétrique avec SolidWorks, nous pouvons gérer les modifications de notre conception depuis SolidWorks et les imputer au sein de la 3D Experience Platform. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que quand ces modifications ont lieu, les modèles de simulation se mettent à jour automatiquement. Ça nous permet de mener des études paramétriques d'amélioration de la conception basées sur l'objet de simulation que nous avions vu précédemment, où on va pouvoir définir quels sont les paramètres de conception que nous allons considérer comme étant des variables pertinentes pour la conception. À partir des sensors que nous aurons définis dans les résultats, nous allons pouvoir définir des variables de réponse que nous allons vouloir monitorer pendant notre étude d'optimisation. C'est ce que l'on voit ici. Et on va pouvoir leur assigner un objectif. Donc, par exemple, nous allons pouvoir donner un objectif de minimisation de la perte de charge, un objectif de minimisation sur la température maximale à un endroit précis de l'écoulement. Ce genre d'objectifs sont définis directement sur les résultats de simulation. Et ensuite, nous allons pouvoir configurer le type d'étude. Est-ce que je fais un plan d'expérience avec une stratégie précise? Est-ce que je fais une optimisation formelle qui prend la forme de plusieurs algorithmes selon le type de problème? Et nous allons pouvoir ensuite exécuter tous ces calculs afin de converger vers les solutions optimales. Comme souvent, nous avons des objectifs qui sont antagonistes et ça mène à l'apparition d'un front de Pareto. Nous pouvons très rapidement identifier dans notre espace de conception quelles sont les solutions optimales qui sont précisément sur ce front de Pareto. Très rapidement, nous allons donc pouvoir converger vers la meilleure solution potentielle à notre problème, compte tenu des calculs que nous avons réalisés. Et avec ça, je conclue la partie sur la performance thermique des plaques bipolaires. Et je rends la main à Adrien et à Charles pour la dernière partie autour de la simulation des procédés de fabrication. Merci Francisco. Alors, ce que je vais vous présenter ici, au vu du temps, alors, ça va être un teaser, mais un plus grand travail sera présenté dans des conférences en 2024, puisqu'il est montré ici. Donc, je vous invite effectivement en 2024 à assister à ces passionnantes conférences que mes collègues présentent autour toujours des procédés de fabrication. Donc, la plaque bipolaire, Charles l'a déjà dit, est extrêmement coûteuse actuellement et qui pose un frein à cette démocratisation. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est très coûteuse? C'est parce que les propriétés qu'elle doit avoir
Donc une bonne conductivité électrique, une bonne résistance à la corrosion, du fait donc, des échanges qui se font dans l'électrolyseur, et une bonne résistance mécanique en général. Par exemple, actuellement, ce que nous avons pour cette plaque bipolaire, c'est le titane, un matériau extrêmement coûteux. Donc, la recherche, effectivement, travaille à plein régime pour étudier différents matériaux. Et ce que nous avons aussi, comme Charles l'a dit, ce sont des procédés de fabrication extrêmement coûteux. On a donc une recherche qui travaille à deux régimes, donc tant sur le matériau que sur le procédé de fabrication. Donc, nous, ce qu'on va montrer ici, c'est de l'emboutissage. Donc, effectivement, il faut, du coup, de fait, un matériau qui puisse être embouti, sans induire des contraintes résiduelles pénalisantes pour la tenue en fatigue, pour la résistance à la corrosion. Et donc, nous devons évaluer la précision et la qualité, surtout, donc via les contraintes résiduelles, de ces pièces via la simulation, ce que nous proposons de faire ici. Donc, pour ce faire, nous avons un protocole donc, toujours via l'usage des paramètres. Donc, on reprend effectivement le même concept que ce que Francisco vous a présenté précédemment, c'est-à-dire une variation des paramètres, mais liée cette fois-ci entre toutes les composantes finalement de l'emboutissage, donc la tôle, la matrice, le poinçon, tout ceci étant lié avec des paramètres, et ce qui permet de faire varier la simulation de fabrication pour avoir la bonne. Donc, en discriminant effectivement via les profils d'épaisseur, nous arrivons effectivement à la meilleure technique de fabrication, le tout dans une plateforme unique, en reprenant effectivement le même principe que ce que Francisco vous a présenté précédemment. Donc, ce que nous avons ici, c'est le scénario d'un emboutissage en 2 temps, via la simulation dynamique explicite, donc qui effectivement est proposée sur la 3D Experience Platform. Et donc, pour vérifier la réduction de l'épaisseur et effectivement, via une étude paramétrique, d'arriver au leader. Donc, nous avons ici une première vue, donc effectivement, donc, de la plaque avec ses différents composants d'emboutissage, donc encore une fois, le poinçon, le flanc, la tôle, la matrice. Et nous allons voir ici l'emboutissage à proprement parler. Donc, on a ici la première étape, et puis la formation en ligne. Donc, nous voyons ici effectivement que nous sommes en post-traitement directement sur la 3D Experience Platform. Et nous pouvons effectivement venir étudier sous différentes formes les différents résultats. Donc là, effectivement, on voit la formation en elle-même en temps réel. Donc là, on observe vraiment l'animation du résultat de simulation. C'est via ces profils d'épaisseur et ce profil qui se crée que l'on va venir pouvoir déterminer le meilleur procédé de fabrication via effectivement des paramètres géométriques du poinçon, du flanc, l'épaisseur étant aussi important. Et donc, on retrouve ici ce principe de mode sim dont Charles a parlé au début, donc la modélisation et la simulation qui se retrouvent ensemble sur la 3D Experience Platform pour que toute modification apportée à la conception soit immédiatement reflétée dans la simulation afin de converger le plus rapidement possible. On peut aussi faire ça donc de manière automatique, comme Francisco l'a montré avec ce qu'on appelle parametric design study, donc une étude de conception paramétrique. On retrouve ici donc, ces paramètres. Donc ici, voilà, d'épaisseur, largeur, tout ça. Et donc, nous voyons ici 3 résultats en particulier qui ont été retenus. Vous voyez ici donc la modification d'un paramètre en direct. Et nous venons effectivement, donc, comme on l'a dit, donc là c'est manuel, ça peut aussi être automatique, mettre à jour toute la structure, c'est qui effectivement reflète, comme vous pouvez voir ici, la modification de manège. Tout ceci est donc très guidé, on a un processus automatique qui vraiment aide à converger le plus rapidement possible, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps avec du fichier, on ne perd pas de temps à dire à son collègue la modification est automatiquement reflétée. Nous voyons ici, par exemple, que nous avons des rides qui se forment sur notre tôle, ce qui est pourquoi l'étude paramétrique, en effet, est amenée et justifiée.
Donc, nos collègues vous présenteront en 2024, via des conférences, cette étude plus en amont. Je laisse maintenant la parole à Charles pour la conclusion. Merci Adriana. Et j'en profite pour rappeler à tout le monde, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat pour la session de questions. Donc, Dassault Systèmes est très engagé dans les problèmes de développement durable et nous continuons donc à développer de nouveaux workflows, de nouveaux processus de simulation autour de la production d'hydrogène et du stockage d'hydrogène. Adriana l'a mentionné, les procédés de fabrication continuent d'être travaillés et seront présentés l'année prochaine. Mais au-delà de ça, nous cherchons à mettre en avant des solutions qui permettraient de prédire l'efficacité de production d'hydrogène pour un ensemble complet, un stack complet de plaques bipolaires, un électrolyseur complet, effectivement. Sur ces sujets-là, nous travaillons sur les simulations multiphasiques, ce qui va se passer lors de production d'hydrogène, surtout lorsqu'on utilise un seul serpentin à la fois pour le refroidissement de la plaque bipolaire et pour l'apport d'eau dans une réaction où on est très loin des rapports stoichiométriques, donc beaucoup d'eau pour pas trop de courant. On va avoir des formations de bulles, et ces formations de bulles doivent être prédites parce qu'elles impactent l'efficacité de refroidissement et elles impactent l'efficacité des réactions. On va combiner ça avec des analyses électrochimiques qui vont aller d'une échelle microscopique à une échelle macroscopique pour pouvoir prédire l'efficacité réaliste, complète de production d'hydrogène d'un électrolyseur en prenant en compte la présence de ces bulles, la géométrie du serpentin et les comportements thermiques et structurels de l'électrolyseur complet. Avec ça, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Merci d'être resté avec nous, d'avoir participé à ce webinaire. Nous ouvrons maintenant la session des questions-réponses. Je ne crois pas que nous ayons des questions. Ah, si, j'en vois quelques-unes. Francisco, Oui, tu veux faire modérateur? oui, pourquoi pas. Alors, je vais essayer de lire quelques questions qui apparaissent. Euh, Quand vous parlez de Simulia dans la 3D Experience Platform, est-ce que vous parlez d'Abacus ou il y a bien d'autres choses? Alors, peut-être que je peux répondre sur celle-là. Ok. Donc, Abacus, notre solver structurel, Abacus CAI, a été porté vers la 3D Experience Platform. Ça reste le même solver qui est amélioré grâce à des méthodes de pré-processing avancées, grâce à des méthodes de gestion de géométrie avancées. Et il vient être aussi supplémenté par toute une série de modèles de simulation, de solvers de simulation pour d'autres physiques. Donc, on parle d'électromagnétique, de multicore, on parle de fluide, de CFT, par exemple. Tout ça devient disponible dans 3D Experience Platform du côté de Simula, dans le monde de la simulation. Et à tout ça vient se rajouter tout le reste de l'univers 3DS. Donc, tout ce qui va être analyse de données, tout ce qui va être planification de projets, gestion de cahier des charges, par exemple. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on mentionne la 3D Experience. Merci. Je vois qu'on a déjà dépassé l'heure de fin prévue pour le webinaire. Est-ce que je réponds, enfin, je propose qu'on réponde à une question de plus ou quelque chose comme ça avant de clore le webinaire? Parfait. Très bien. Bon, bah, je vois qu'il y a également d'autres questions. Euh, Par exemple, il y a deux méthodes de CFD qui ont été présentées. Comment choisir l'une par rapport à l'autre? Je prends aussi, Adriana. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vois en parler qu'une personne a levé la main. Bah, on va peut-être donner la parole aux personnes qui se manifestent. Euh, Est-ce qu'on peut, Est-ce qu'on peut donner est-ce qu'on peut donner? Viviana, est-ce qu'il y a moyen de donner la parole à Monsieur Je ne vois pas, je vois personne vraiment lever la main. Moi, je vois Monsieur Prély, Oui. Eric Prély qui lève la main. Euh, Ah. ah bon.
Monsieur Prély, est-ce que vous pouvez écrire votre question? Ah non, c'est bon. Je viens de lui donner la parole. Eric, si vous voulez poser vos questions, il faut juste décrocher votre micro. Je crois que votre micro est désactivé. Ou sinon, bien évidemment, il y a la possibilité d'écrire votre question dans le Q&A, dans la barre noire de Zoom. En attendant, du coup, je profite pour répondre à ce que tu avais posé comme question, Francisco, au début. Donc, c'était les deux méthodes de simulation de remplissage. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y en a une qui est basée sur de l'unsteady rance, donc une approximation du comportement turbulent par moyen-âge, et l'autre qui est basée par des méthodes de Lattice-Boltzmann, LBM, en utilisant deux solvers complètement différents. Alors, les méthodes Urance vont être très rapides à calculer, mais ne vont pas nécessairement capturer à la fois les charges fluctuantes sur les parois du réservoir. On a une limite de 125% de la pression nominale par instance de pression locale, ou un mélange nécessairement correct du fluide dans le volume, surtout lorsqu'on parle, comme je le disais, de jet orienté vers des surfaces. Donc, pour faire une première détermination peut-être des thèmes de design qui fonctionnent le mieux, c'est une bonne idée d'utiliser beaucoup de simulations en Urance avec notre solver de simulation sur la 3D Experience Platform et de dégager un petit peu le terrain en termes de possibilités de design. Derrière ça, si on va vraiment travailler sur des problèmes de jet orienté vers des surfaces, là où les structures tourbillonnaires vont avoir un gros impact sur les effets de mélange gazeux et de mélange de température, et donc de distribution de température homogène ou inhomogène à l'intérieur du volume, il vaut mieux se tourner vers des solutions plus coûteuses, beaucoup plus précises, et adaptées à ces problèmes de simulation instationnaire pour la validation avant vérification de la certification ISO. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Très bien. Merci, merci Charles. Je pense que nous pouvons clôturer ici. Oui, Donc effectivement, à la fin de ce webinaire, vous allez avoir une page automatique qui va s'ouvrir avec un questionnaire. Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ces quelques questions. Vous avez du coup nos noms écrits sous nos têtes, donc n'hésitez pas à nous contacter pour des questions futures ou des questions qui pourraient apparaître dans les jours prochains. Et nous vous remercions de votre attention. merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.